Au panthéon des psychopathes, s'il y en a un, il tient une place de choix. Luca Rocco Magnotta, le dépeceur de Montréal. Il a fait une victime, une seule. Mais il l'a découpée en morceaux, il l'a violée post-mortem et il a mangé ses fesses. Je vous préviens, vous buterez sur la question du mobile. Parce qu'il n'y a qu'une explication. La folie. Mais pas le genre de folie qui épargne un procès et la prison. Le débrief de cette histoire vous attend dans un autre podcast. Je serai avec Pascal Côté, qui à l'époque était lieutenant détective à la division des crimes majeurs de la police de Montréal. C'est lui qui a dirigé l'enquête. La voici donc, cette histoire folle, à la réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Il paraît que vous n'aimez pas les histoires de psychopathes, chérie. Disons que c'est pas mon genre préféré, quoi. Oh, moi j'adore. Ces gens me fascinent. Enfin, rien qu'à savoir que vous allez raconter l'histoire de Rocco Magnotta, j'ai déjà des frissons. Des frissons? Et ça vous plaît d'avoir des frissons? Mais y a que ça qui me plaise, chérie. Eh ben, allons-y. Frissonnez, ma chère. Frissonnez si ça vous chante. La première scène de cette histoire est à Sherbrooke. Ça se passe à Montréal, au Canada, le 29 mai 2012, dans le centre-ville, le quartier de la Côte-des-Neiges. Un agent d'entretien est intrigué par une valise au pied d'un immeuble. Il s'approche. Pouah, l'odeur de charogne. Il s'approche encore. Et là, il voit des asticots qui sortent par tous les interstices de la valise. Le gars va chercher un voisin pour se donner du courage et ensemble, ils décident d'ouvrir la valise. Ça va? Vous frissonnez, ma chère? Si je frissonne. Mais comme jamais, mon chéri. Comme jamais. Et donc, ils ouvrent la valise. Il y a un corps humain. Ou plutôt, un tronc, sans bras, sans jambes, sans tête. Un tronc couvert d'asticots en plein repas de fête. Oh, oui, allez-y, poursuivez. Cette femme est folle. Donc je poursuis. Le même jour, à 200 kilomètres de là, à Ottawa, la capitale du Canada, le Parti conservateur reçoit un colis taché de sang. À l'intérieur, il y a un pied humain. Au même moment, au centre de tri de la poste canadienne, toujours à Ottawa, on identifie un drôle de paquet. On l'ouvre. C'est une main. Un mois plus tard, le 1er juillet, on retrouve la tête dans un parc de Montréal. Et tout ça, évidemment, ce sont les morceaux d'un même cadavre. Mais qui? Qui et pourquoi? Pourquoi l'envoie-t-on en pièces détachées aux quatre coins du Canada? Les policiers de Montréal commencent leur enquête tout près de l'endroit où on a retrouvé la valise. Ils interrogent les habitants, les commerçants, jusqu'à ce qu'on leur balance un tuyau. Vous devriez aller voir Boulevard des Caries, un appartement au 4e étage d'un immeuble. J'habite là-bas. Vous verrez, hein. Ça sent une drôle d'odeur. Ils trouvent l'immeuble. Ils montent au 4e. Effectivement, ça sent la barbaque pourrie. Ils enfoncent la porte de l'appartement et ils tombent sur un lit gorgé de sang. Je pense que c'est ici qu'on a découpé le cadavre. Qu'est-ce que t'en penses? À part ça, l'appartement est vide. On a l'impression que personne n'y habite. D'après le propriétaire, il est loué depuis quelques mois par un certain Luca Rocco Magnotta. Alors,
Rocco Magnotta. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce type sur Internet? Yes! Sur un site Internet baptisé bestgore.com, qu'on pourrait traduire par ce qu'il y a de plus crado.com, il y a une vidéo de ce Rocco Magnotta. Elle a été mise en ligne le 25 mai, 4 jours avant qu'on ne découvre la valise. Et qu'y a-t-il dans cette vidéo, mon chéri? Bon, enfin, c'est une vidéo qui n'est pas regardable. Oh, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît, justement. Quand c'est pas regardable. Tel que c'est parti, à force de frissonner, elle va finir par avoir un orgasme. Maman, le clip dure 11 minutes. 11 longues minutes, très longues, très très longues. Avec en fond sonore, la chanson True Face du groupe New Order. C'est la chanson qui débute le film American Psycho. Vous voulez vraiment que je vous la décrive, cette vidéo? Un homme nu, attaché à un lit, vivant, et ensuite le même lardé de coups de pic à glace jusqu'à la mort, et puis découpé en morceaux, et puis un autre homme qui vient sur le corps, et qui lui fait... Enfin bref, et le même ensuite qui s'attable devant le fessier, avec une fourchette et un couteau, et qui fait mine d'en faire son repas. Je vous jure que je ne décris que la moitié de ce que j'ai vu sur cette vidéo. La moitié. L'homme sur cette vidéo, pas la victime mais le dépeceur, eh ben c'est le locataire de l'appartement. C'est Luca Rocco Magnotta. Bon, la victime, je pense que c'est un étudiant chinois, Jun Lin. Il est porté disparu depuis le 24 mai. 33 ans, élève à l'université de Concordia, où d'après ce qu'on m'a dit, à la fac on l'appelle tonton parce que c'est le plus vieux. Remarque, 33 ans, étudiant. Le garçon était homosexuel. Il était arrivé au Canada il y a quelques mois, et depuis il se lâchait. Alors qu'en Chine, sans doute, il se cachait. Il fréquentait toutes sortes de bars et de sites gays. On ne sait pas pour l'instant comment il a rencontré Rocco Magnotta. En tout cas, il avait rendez-vous avec lui le 24 mai, dans le fameux appartement. Bon, monsieur, va falloir lancer un mandat d'arrêt international. Figurez-vous que l'oiseau s'est envolé pour Paris. Pour la France? Ouais. Il a pris un avion de la compagnie Air Transat. D'après les premiers témoignages recueillis par les policiers canadiens, dans l'avion, il avait l'air de se cacher. Il y a un garçon qui arrive juste à côté de nous sur le siège, et assez grand, mince, androgyne, cheveux mi-longs, un peu un look d'ado. Un côté assez sale en fait dans ses cheveux, puis il sentait pas très très bon, assez agité durant le vol. À un moment il se cachait clairement le visage. Bon, on a passé 6 heures de vol avec lui. Juste à un moment il a disparu, donc je me suis inquiété. On est un peu parano quand on est en vol, donc j'ai de suite pensé ouais, il a mis une bombe dans les toilettes. Et puis l'hôtesse m'a rassuré en me disant non, il est au fond, il va pas bien. Et en me retournant, j'ai vu qu'il était en train de pleurer. Quand Rocco Magnotta est arrivé à Paris, personne ne le cherchait. On n'avait pas encore découvert la valise. Il a pris une chambre dans un hôtel de la Porte de Bagnolet, sous un faux nom, Kirk Trammell. Ça vous dit quelque chose, ça, Kirk Trammell? C'est le nom de Sharon Stone, la reine du pic à glace, dans le film Basic Instinct. Le type était en plein délire. Le lendemain, il a passé la soirée chez un certain Jean-Christophe, qu'il avait dragué sur Internet. La tête du Jean-Christophe, quand 2 jours plus tard, la photo du gigoto est sortie à la une de tous les journaux français. Il a couché avec un dépeceur. Autant vous dire qu'il prévient immédiatement la police. Avec moi, franchement, il n'y a pas eu de problème. Mais bon, il était fébrile, hein. Très fébrile. Et je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais il m'a donné son numéro de portable. Sauf qu'il s'avère que quand il a compris qu'il était célèbre, il s'en est débarrassé du portable, dans le métro. Pas con, la guêpe.
De toute façon, il n'est plus en France. Il a pris un quart de la compagnie Euroline pour Berlin. Et c'est là qu'il se fait coincer. Un matin, il va dans un cybercafé. Vous savez pourquoi? Pour aller voir sa fiche sur le site d'Interpol et vérifier que sa photo est à son avantage. Si c'est pas du narcissisme, ça. Sauf que le jeune Turc qui tient le cybercafé a lu le journal et l'a reconnu. Il se précipite dans la rue et il arrête la première voiture de police qui passe. Dites, dans mon café, il y a un gars qui ressemble au tueur canadien que vous recherchez partout. Les policiers allemands entrent dans le café. Monsieur, vos papiers, s'il vous plaît. Mes papiers? Ok. Vous m'avez eu. Fin de la cabale du dépeceur de Montréal, comme on l'appelle désormais. Dès le lendemain, Luca Rocco Magnotta est inculpé par un juge allemand pour meurtre prémédité et outrage à cadavre. Entre nous, c'est une inculpation tout à fait formelle, car évidemment, ça n'est pas en Allemagne qu'il va être jugé. Et d'ailleurs, le Canada vient de réclamer son extradition dans les plus brefs délais. Vous acceptez cette extradition, monsieur Rocco Magnotta, ou vous souhaitez exercer un recours? Non. Je suis d'accord. 2 semaines après son arrestation, l'oiseau est extradé vers Montréal dans un avion militaire canadien. Il arrive à l'aéroport Mirabel peu après 19h. Au pied de l'avion, un dispositif policier impressionnant, comme s'il s'agissait d'un terroriste. Direction un endroit secret. Le lendemain, Rocco Magnotta comparaît pour la première fois devant un juge canadien. Mais pas physiquement. Le juge considère qu'il est trop dangereux. Bref, ça se passe en visioconférence. Et tant pis pour les journalistes et les curieux qui l'attendaient devant le palais de justice. Cette audience en vidéo dure 10 minutes, pas une de plus, car Rocco Magnotta est muet comme une carpe. Et puis vient le moment où, selon le système anglo-saxon en vigueur au Canada, on lui demande de choisir. Est-ce que vous plaidez coupable, monsieur Rocco Magnotta, ou non coupable? En toute logique, il doit plaider coupable. Enfin, l'inverse serait complètement dingue. Il a filmé son crime de bout en bout. On le voit sur la vidéo. Il a mis son film en ligne sur Internet. Ah ben non, il plaide non coupable. Pourquoi? Difficile d'entrer dans sa tête de cinglé. Pour s'amuser, sans doute. Son avenir est sombre. Alors, il ne va pas laisser passer une telle occasion. À propos des vidéos qu'il implique, il n'y en a pas qu'une. Il y en a au moins 3 autres qu'il a postées pendant sa cavale. Sur la première, on le voit en train de fumer sur un canapé avec en fond sonore la Isla Bonita de Madonna. Il salue ses prétendus admirateurs. Hey, bonjour tous mes fans. Comment ça va? Sur la seconde vidéo, il apparaît face caméra avec en fond sonore la chanson True Face du groupe New Order, qui illustrait déjà l'insupportable vidéo du dépeçage. Et sur la dernière vidéo, il regarde par la fenêtre, à travers des rideaux. Il semble traqué. Si Rocco Magnotta avait plaidé coupable, il n'y aurait pas eu de procès. C'est comme ça que ça se passe au Canada. Dans les affaires de meurtre au premier degré, le juge aurait prononcé directement une peine de réclusion à perpétuité. Et donc, en plaidant non coupable, il s'offre un procès. Il va pouvoir faire le mariole pendant quelques jours, jouer son personnage maléfique en public, nourrir sa légende. Étonnamment, pour l'instant, ses avocats renoncent à exploiter la piste de la maladie mentale.
Pourtant, il y a sans doute quelque chose à chercher de ce côté-là. Mais non, il le veut, son procès. Il le veut. Et il l'aura. Le temps de constituer le dossier d'enquête. Et surtout d'en savoir un peu plus sur ce bonhomme. Il ne s'est pas toujours appelé comme ça, Luca Rocco Magnotta. Son vrai nom, c'est Eric Clinton Newman. Il est né en 1982 dans le centre de l'Ontario, à l'ouest du Québec. Et son CV est celui de tous les grands tueurs, tous, sans exception. Une enfance fracassée, un père absent et alcoolique. Lucas est élevé par ses grands-parents. Il a un frère et une sœur, Mélissa, qu'il adore. Oh, dis donc, j'ai pu voir son dossier. Figure-toi qu'il s'est fait pipi dessus jusqu'à l'âge de 7 ans. Comme il fallait qu'il porte des couches, du coup ses grands-parents l'ont pas envoyé à l'école, quoi. Et donc ils lui ont fait l'école à la maison. C'est à l'adolescence que ça se corse. Il a 13 ans quand ses parents divorcent. Et que sa mère se recase avec un homme pas franchement recommandable. Alcoolique lui aussi, violent, qui les frappe, lui, son frère et sa sœur. Un gars qui leur dit régulièrement « Si vous répétez que je vous frappe, vous sortirez d'ici dans un cercueil. C'est compris ?» Sympa, quand on a 13 ans. Et pour tout ça, naturellement, il en veut à sa mère. C'est une constante chez tous les grands psychopathes, la carence de la mère. Elle a préféré sauver son couple plutôt que protéger son fils. Il n'y a rien de plus destructeur. On ne peut pas se construire sans s'appuyer sur quelqu'un de fiable, de solide. Une fois, il tente de prévenir les services sociaux. Mais sa mère et son beau-père embrouillent les assistantes sociales qui n'y voient que du feu. Alors il tente de trouver de l'affection chez un autre adulte. Un père de substitution, un homme du quartier, qui va pas se montrer à la hauteur, puisqu'il le tripote. Lucas lui demande du secours, du réconfort, et l'autre le tripote. Alors à 14 ans, il commence à boire, beaucoup, et les premiers troubles mentaux apparaissent. On lui diagnostique d'abord une dissonance cognitive, et puis finalement, des troubles bipolaires. Il se retrouve en hôpital psychiatrique. Et la suite n'est qu'une lente mais constante dégringolade. À 19 ans, il trouve un petit boulot de danseur dans un bar gay de Montréal. Enfin danseur, disons plutôt stripteaseur. Et même plus que ça. Parce que le soir après le show, il part avec les clients, il se prostitue. Lui préfère dire qu'il est escorte. Et parfois, il pique la carte bleue d'un de ses clients. Ce qui lui vaut en 2004 d'être condamné à 9 mois de prison avec sursis. Et rapidement, son business d'escorte prend de l'ampleur. $200 canadiens pour une passe, 130 €. $1 200 pour un week-end, 850 €. 4 à 5 clients par jour. Et son souci, à cette époque-là, son grand souci, son unique souci, c'est son image. Il veut atteindre une sorte de perfection physique. Alors à 20 ans, il se fait refaire les paupières. Il se fait injecter de la toxine botulique autour de la bouche. Et il se fait faire des implants capillaires. 20 ans! Et quand c'est fini, il passe à l'étape suivante de son plan. Il veut devenir acteur porno. Mais ça ne marche pas très bien, même s'il tourne quand même dans 8 films. À 23 ans, il décide de changer officiellement de nom devant un tribunal. Eric Clinton Newman devient Luca Rocco Magnotta. Mais alors, après, comment est-il devenu un dépeceur? Eh bien, la réponse est sur Internet. Des vidéos qu'il a postées plus jeune. Sur l'une d'entre elles, on le voit en train de placer 2 chatons dans un sac plastique. Et ensuite, il allume l'aspirateur et il aspire tout l'air du sac pour asphyxier les petits chats. En direct. Dans une autre vidéo, il donne un chaton à manger à un python.
Sur Internet, à ce moment-là, on l'appelle l'aspirateur. Évidemment, cette affaire de chaton, qui a vite fait le tour du web, a ému à l'époque des associations de défense des animaux. L'une d'elles, basée à New York aux États-Unis, a offert une récompense de $5 000 à qui lui livrerait le monstre. Mais lui, n'a aucun remords. Un jour, il est en vacances en Angleterre et il donne une interview au quotidien à grand tirage The Sun sur les chatons pour assumer. Quelques jours plus tard, le Sun reçoit un mail anonyme, probablement écrit par lui, mais dans lequel il dit « Vous entendrez bientôt parler de moi. Et cette fois, je ne me contenterai pas de tuer de petits animaux. » Et plus loin, il écrit « Vous voyez, tuer et fumer sont deux choses différentes. Enfin, vous pouvez parfaitement arrêter de fumer, mais une fois que vous avez tué, une fois que vous avez goûté au sang versé, c'est impossible de s'arrêter. » Et quelques semaines plus tard, il tue et découpe en morceaux le jeune chinois Jun Lin. Au départ, le procès de Luca Rocco Magnotta est prévu pour durer 4 à 6 semaines. Il durera 12 semaines. Il arrive au tribunal dans un fourgon blindé. Dans la grande tour de 17 étages qui abrite le palais de justice de Montréal, une salle a été spécialement aménagée pour l'occasion. Une salle de haute sécurité. Dans la salle elle-même, seuls quelques sièges ont été réservés au public. Les journalistes, trop nombreux, vont suivre les audiences sur un écran vidéo, dans une salle à part. Et ce qui frappe d'emblée, c'est son changement physique. On est très loin du beau jeune homme androgyne qui a fait la une de tous les journaux de la planète. Maintenant, il est obèse et il porte une moustache. 12 jurés sont chargés de le juger. 8 femmes et 4 hommes. Il n'a pas été facile de les trouver. Beaucoup se sont défilés. Tous sont parfaitement bilingues en français et en anglais, car l'accusé ne parle pas le français. Monsieur Rocco Magnotta, plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable, votre honneur. Sauf que dans la foulée, il assume le meurtre de Jun Lin. Oui, c'est moi qui ai tué et dépecé mon amant un soir. Mais je ne suis pas coupable en raison de mes troubles mentaux. On y est. Jusqu'ici, il n'avait pas plaidé la folie. Mais maintenant, oui. Et c'est tout le débat du premier jour. Son état mental. Son avocat égrène la liste des psychiatres qui se sont penchés sur son cas. J'ajoute que son propre père est sans doute schizophrène. Et par ailleurs, vous devez savoir que 2 mois avant le meurtre, il est allé voir un psychiatre qui avait diagnostiqué une personnalité borderline avec une dimension paranoïaque. Mon client est malade. On entend ensuite les proches de la victime, Jun Lin, et notamment son ex-petite amie qui a fait le voyage depuis la Chine. Et puis on retrace la cavale de Rocco Magnotta en Europe, et pour l'occasion, on a fait venir Jean-Christophe, le Parisien, avec qui il avait passé toute une nuit. À la fin du procès, la seule question qui tienne est de savoir si les jurés vont le reconnaître pénalement responsable ou pas. Le 23 décembre 2014, après 12 semaines d'audience et 8 jours de délibération, le verdict tombe enfin. Vous êtes reconnu coupable du chef d'assassinat. Vous êtes condamné à la perpétuité, assorti d'une peine incompressible
de 25 années. Dans le box, il ne bronche pas. Il reste impassible, la tête baissée. Et encore un malade mental qui file en prison. On a quelques infos sur sa vie en prison depuis sa condamnation. Il n'a reçu aucune visite de sa famille, qui ne veut plus en entendre parler. Mais il a un visiteur, un de ses anciens amis. À part ça, au-delà des murs de la prison, le mythe du dépeceur de Montréal continue de vivre. Sa vidéo « One Lunatic, One High Speak » a été supprimée par Facebook, mais elle est toujours visible sur certains sites. J'ai pu le vérifier de mes yeux effarés. Et autour de cette vidéo se constituait une petite communauté de fans, d'âmes perdues comme lui, qui ont ouvert des pages Facebook, qui l'idolâtrent. Il reçoit des centaines de lettres en prison, dont de nombreuses lettres de femmes. Vous voyez, chérie, je ne suis pas la seule à adorer ce genre d'histoire. Vous me désespérez. Vous me désespérez. Sauf que lui, ce ne sont pas les femmes qui l'intéressent. Peu de temps après son arrivée en prison, il s'est inscrit sur un site de rencontre pour détenus. Je vous lis l'annonce. Cherche le prince charmant, quelqu'un de loyal, instruit et suffisamment stable émotionnellement et financièrement pour une relation au long cours. Avec une photo, bien sûr, sur laquelle il pose chemise ouverte, le sourire ravageur et l'œil qui frise, plus séducteur que jamais. Et ça a marché, figurez-vous. Le 26 juin 2017, il s'est marié avec un codétenu, condamné lui aussi à perpétuité pour meurtre. Mais ils n'ont pas pu consommer leur union, c'est-à-dire aller à la roulotte, comme on dit au Québec, ce lieu qui, comme dans les prisons françaises, permet aux détenus d'avoir des relations sexuelles, mais avec des gens de l'extérieur, pas avec des prisonniers. Il écrit aussi régulièrement à ses anciens amis dehors. Plusieurs journaux canadiens ont publié il y a quelques années des extraits de ses lettres. Il y raconte la belle vie qu'il mène en prison. Il dit qu'il a droit à des smoothies, à des séances de bronzage, à des soirées pizza. Sauf que c'est faux. Il se vante. La réalité, c'est que c'est un prisonnier très timide, très réservé, très renfermé, qui craint par-dessus tous les autres détenus. Il ne sort jamais de sa cellule, quasiment jamais. Il pourra formuler une demande de libération conditionnelle en 2037. Il aura alors 55 ans. Je vous ai raconté l'histoire de Luca Rocco Magnotta, l'un des plus grands psychopathes de l'histoire criminelle, qui en 2012, à Montréal, au Canada et au Québec, a tué un jeune étudiant chinois qui s'appelait Jun Lin, qu'il a découpé en morceaux et qu'il a violé post-mortem. Pour ça, il a été condamné à perpétuité avec une peine incompressible de 25 ans. Et j'ai la chance de débriefer cette histoire avec le policier qui a dirigé l'enquête, Pascal Côté. Vous étiez à l'époque lieutenant détective à la division des crimes majeurs de la police de Montréal. Vous en avez rencontré d'autres dans votre carrière, des criminels comme lui, Monsieur Côté? Ben, c'est un cas d'espèce en soi. C'est un cas unique et tant mieux. C'est le genre d'enquête qui est hautement médiatisée, hautement challengeante pour les équipes d'enquêteurs. Mais le moins qu'on rencontre d'individus de ce type, le mieux on se porte, autant comme enquêteur que comme société, je dirais. En tant que policier, vous aimez ce genre de personnage? Il vous intéresse plus que d'autres? Ou vous êtes comme moi et c'est pas votre tasse de thé? Non, c'est pas ma tasse de thé du tout. Moi, mon travail, ce qui me motive, c'est particulièrement comme enquêteur à la section des homicides, section des crimes majeurs, c'est d'apporter des réponses aux familles de victimes. Les familles qui sont endeuillées, qui ont perdu leur être cher. Ici, c'était le fils d'un couple chinois, comme vous le savez.
Alors, ces personnes-là ont droit de savoir ce qui s'est passé à leur être cher. Et puis, c'est la mission qu'on se donne comme enquêteur à la section des crimes majeurs, c'est d'apporter ces réponses tant souhaitées par les familles. Parce que le deuil est en soi traumatisant, mais le deuil suite à un événement de meurtre, d'outrage à un cadavre et de dépeçage, ben, vous imaginez la douleur qui a pu affliger cette famille-là. Alors, moi, l'individu comme tel, l'auteur du crime, m'intéresse parce que je veux aller chercher une preuve de qualité pour pouvoir les culper devant les tribunaux, mais ma vraie motivation, c'est de travailler pour les familles de victimes. Si je vous demande de fermer les yeux, Pascal Côté, quelle est pour vous la scène la plus marquante de cette histoire? Est-ce que c'est la valise? Est-ce que c'est l'appartement, le lit? Est-ce que c'est la vidéo? Écoutez, il y a plusieurs moments marquants dans cette enquête-là. Tantôt, j'écoutais votre récit. J'ai eu encore de la chair de poule quand j'ai entendu la chanson de New Order, chanson qui accompagnait le macabre vidéo. Plusieurs moments donc extrêmement intenses, mais je vais revenir avec ma réponse précédente. Lorsque j'ai rencontré le papa et la maman de Junlin qui sont venus à Montréal pour assister à certaines démarches d'enquête et par la suite assister au procès. La première fois que j'ai rencontré ces gens-là, qui s'exprimaient dans une langue étrangère, évidemment, qui étaient dans un pays qu'ils n'avaient jamais visité, qui rencontraient les autorités policières d'un système de justice qui leur était inconnu. Écoutez, c'était une scène extrêmement traumatisante pour eux, mais extrêmement dérangeante aussi pour nous. On tentait à tout le moins de se mettre dans leurs souliers et puis on comprenait toute la douleur qui traversait leur corps. Vous l'avez eu en face de vous, Pascal Côté, plusieurs fois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Quand on parle avec lui, d'ailleurs, est-ce qu'on parle avec lui? Ou est-ce qu'il est vraiment muet? Alors, on tente de parler avec lui, évidemment, puisque on devait faire progresser l'enquête. Au moment où on le rencontre en interrogatoire, on cherche toujours la tête de la victime, qu'on va plus tard récupérer, là, comme vous l'avez décrit précédemment, au parc Angrignon à Montréal. Par contre, lors de l'interrogatoire, l'objectif, c'est toujours de découvrir la vérité, c'est de découvrir les motifs qui ont poussé Magnotta à agir de la sorte. Et c'est, oui, de compléter la preuve en tentant de retrouver la tête de la victime. Et alors lui, Donc, il est comment tenter... à ce moment-là? Lui, à ce moment-là, il est comment? Il parle, il accepte le dialogue, il est cohérent? Non, il n'accepte pas le dialogue. Il se contente de répéter que son avocat lui a recommandé de ne pas parler et qu'il était pour garder le silence tout au long de l'interrogatoire. On a quand même tenté l'exercice durant plusieurs heures, mais on n'a pu rien retirer là, de cet interrogatoire-là avec Magnotta. Et vous ne le revoyez pas après? C'est comme en France, c'est le juge qui fait les interrogatoires suivants? Il n'y a pas eu d'interrogatoire suivant. Il aurait pu se prévaloir de son droit de témoigner pour sa défense lors de son procès. Par contre, lui et son avocat ont choisi de ne pas le faire. Alors, on n'a pas entendu donc Magnotta témoigner lors de sa défense. C'est une question idiote que je vais vous poser, mais est-ce qu'il est sympathique? Non, pas du tout. En tout cas, à mon égard ou à l'égard des enquêteurs qui étaient présents, n'était pas sympathique du tout. Par contre, au courant de l'enquête, on a pu rencontrer, entre autres, le citoyen français avec qui il a passé quelques jours, là, parce qu'on sait qu'il est resté à Paris du 27 mai au 31 mai. Alors, ce citoyen-là nous a relaté qu'il était effectivement très sympathique avec lui, qu'ils sont sortis dans des bars, dans des restaurants, puis qu'il parlait avec la clientèle. Donc, évidemment, on avait un rôle d'enquêteur, un rôle de policier. Il n'était peut-être pas porté à être très sympathique avec nous, et je peux le comprendre. Ce besoin de se filmer, ça dit quoi? Ça dit qu'il est le centre du monde? Ça dit qu'il est narcissique? En fait, on peut voir un grand besoin de reconnaissance là-dedans, un grand besoin d'une recherche de gloire.
besoin de se créer une personnalité Internet forte. On sait que dans son passé, il a tenté de faire partie de séries de télé-réalité. Il a fait des concours de mannequinat. Il a vraiment besoin de reconnaissance. Alors, il l'a fait avec des animaux au début. Il a été chercher une reconnaissance négative, mais reconnaissance quand même. Et puis, par la suite, ben, son but était effectivement d'être reconnu de façon un peu plus importante et un peu plus large. Je pense, malheureusement, qu'il a très bien réussi sa mission, puisqu'aujourd'hui, 12 ans plus tard, on parle encore de son crime. Qu'est-ce que le policier que vous êtes a attiré des révélations sur ce qu'a été son enfance, qui ont fabriqué le psychopathe, le fait qu'il ait été victime de violence, d'alcool, qu'il ait été battu, puis violé par son père de substitution. Ça vous paraît tout expliqué? Ben, en fait, dans ma carrière de 30 ans comme policier, j'ai rencontré plusieurs personnes victimes, plusieurs suspects qui ont eu des enfances difficiles, qui ont eu de la maltraitance, qui ont été élevés par des grands-parents, tout ça. Et ils ne deviennent pas tous des tueurs, ils ne deviennent pas tous des dépeceurs comme l'a été Magnotta. Alors, il y a des façons de se sortir de cette situation-là, de tenter d'aller au-delà de ce qu'on a vécu dans notre enfance. Alors, pour moi, malheureusement, ça n'excuse rien. Ça peut expliquer, ça peut devenir des facteurs de ce qui s'est passé, mais ça n'explique rien, ça n'excuse rien non plus. Parce qu'il y a sans doute aussi un héritage psychiatrique. Le père serait donc schizophrène. Donc, on hérite de ces choses-là de manière génétique. La schizophrénie, les troubles bipolaires sont héréditaires. Ouais, ça oui, je voudrais pas entrer dans la compétence des témoins experts qui ont été entendus au procès. Oui, ça peut être héréditaire. Par contre, ça a été clairement établi donc que la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n'était pas retenue au procès, que Magnotta a commis ce crime de geste délibéré et prémédité même, toute sa planification, l'achat de matériel, l'achat du billet d'avion, l'entrevue qu'il avait donnée avec le journaliste en Angleterre. Tout ça nous démontre clairement que le crime était prémédité et donc la défense pour troubles mentaux n'a pas été retenue au procès. Il n'y a rien à faire contre le fan club qui s'est formé durant toutes les années qui ont suivi. Le mythe Rocco Magnotta continue. Voilà, on peut pas l'interdire, on peut pas l'empêcher. Ben, malheureusement, dans plusieurs cas qui sont devenus célèbres à travers le monde, de tueurs en série ou de tueurs que je pourrais qualifier de spectaculaires, il y a eu des fans qui se sont rassemblés ou qui se sont manifestés et qui ont démontré un intérêt particulier pour ce type d'individus. Il n'y a rien à faire contre eux, malheureusement. On a par contre poursuivi certains hébergeurs de sites Internet qui continuaient à diffuser la vidéo en ligne, dont un à Edmonton, au Canada, dernièrement, qui a été condamné justement pour publication d'images obscènes. Alors ça, oui, on a des recours contre ça, mais les fans comme tels, non, malheureusement, non. Je vous remercie beaucoup, Pascal Côté. Je vous souhaite une bonne journée parce qu'il est beaucoup plus tôt chez vous, lieutenant détective à la division des crimes majeurs de la police de Montréal à l'époque. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.